Le coaching est-il mort en France en 2024? Eh bien, je vais vous donner mon point de vue sur cette question parce que effectivement, le contexte en ce moment, il est pas très bon de mes observations et de l'observation d'autres professionnels que je côtoie, hein, que ce soit dans des fédérations de coaching, on est amené à rencontrer d'autres professionnels, des gens dans le métier. Euh, des stagiaires également que j'ai formés qui sont devenus coachs. Je vois les difficultés auxquelles ils font face maintenant. Difficultés qui n'existaient pas il y a de ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça n'existait pas. Les dernières études du coaching en 2020 étaient plutôt bonnes sur le marché du coaching. Aujourd'hui, la tendance a bougé. C'est plus aussi simple. Pourquoi? Effectivement, hein, entre les charlatans qui pullulent de tous les côtés, les pubs sans arrêt, on est submergé de coachs de tout au niveau des réseaux sociaux. Il y a une vraie perte de confiance du public concernant le coaching. Le marché vraiment semble saturé. Une perte de confiance aussi au niveau médiatique, l'abattage médiatique contre le développement personnel, hein, que ce soit les médias, que ce soit la Miviludes, hein, les luttes anti-sectes en France qui font beaucoup, beaucoup peur aux gens en listant toutes les techniques de développement personnel dans les rapports de risque de dérive sectaire. On a toutes les techniques de développement personnel possibles et inimaginables dans les rapports. Euh, que ce soit également la perte d'intérêt, que ce soit également la perte d'intérêt du public pour le développement personnel. Ça, je vais l'expliquer, hein, c'est aussi ce que j'ai constaté. Je vais vous l'expliquer preuve à la pluie. Que ce soit aussi les IA, l'arrivée des intelligences artificielles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours besoin d'un coach alors qu'il nous suffit de poser des questions à ChatGPT, une intelligence artificielle, pour avoir un coach qui va nous accompagner à trouver des solutions ou à mieux réfléchir compte tenu des défis qu'on rencontre. Et également tout ce contexte économique avec l'inflation qui fait qu'effectivement aujourd'hui, même ne serait-ce que de faire ses courses, c'est plus compliqué, hein, avec les coûts qui augmentent de partout, l'électricité, etc. Voilà. Et le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine, etc. Toute cette incertitude fait qu'effectivement, la période est compliquée. Donc, je vais parler de ça dans le podcast, puisque je dirige un centre de formation et notamment un centre de formation en coaching. Je suis coach moi-même. Donc, je vais vous détailler un petit peu toute mon enquête, ma modélisation en ce moment du territoire. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire et est-ce que c'est vraiment la mort du coaching ou pas? Je vais répondre dans cette vidéo. Alors effectivement, déjà, je vais commencer. Voilà, effectivement, le marché aujourd'hui semble saturé. À peine on va sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si ça ne le fait qu'à moi dans mes fils d'actualité, mais que je vais sur Facebook, Instagram, TikTok, sans arrêt, on a des coachs, des pubs de coachs sans arrêt, des coachs pour tout. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais effectivement, le marché aujourd'hui est quand même assez saturé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un métier qui est un chouette métier, un métier qui peut être rentable, dans lequel on peut tout à fait bien gagner notre vie. Et effectivement, on a eu énormément de gens qui ont voulu devenir coach ou se former à être coach. Aujourd'hui, je crois que les dernières enquêtes, c'était qu'il y avait 33 000 coachs qui exerçaient en France, ce qui est quand même beaucoup. Et dans les enquêtes, il y en avait à peu près la moitié, d'après les études qui ont été faites, qui vivent de leur activité. Donc, on a eu une flopée de gens comme ça qui se sont lancés, sachant que dans le coaching, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? On a des coachs qui se sont formés par des écoles, qui sont rentrés dans des parcours certifiants, mais on a aussi beaucoup de gens qui ne se sont pas formés puisque c'est pas un métier qui est réglementé. Et donc, effectivement, on a beaucoup de gens qui vendent des offres de coaching qui sont assez coûteuses et dans lesquelles les gens sont très déçus des résultats. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une perte de confiance dans les gens pour ce qui s'appelle le coaching, coaching de vie, coaching professionnel, hein, je parle surtout dans cette vidéo, avec effectivement tous ces escrocs et ces charlatans qui pullulent au milieu, ils font beaucoup de mal parce qu'effectivement, les gens perdent de l'argent et puis finalement n'arrivent pas à résoudre leurs problématiques. Donc on a ce contexte-là où on n'arrive pas à séparer, je dirais, le grain de l'ivraie quand on est à la place des personnes. On a également eu beaucoup de dénigrement médiatique. Il y a quelques années, il y a eu un reportage notamment, je sais plus, je crois que c'était sur Capital ou Zone Interdite,
sur le coaching, ils ont démonté le truc complètement. Il y a David Laroche qui s'en est pris plein la tronche à ce moment-là. Et puis, on a eu Julia de Funès qui a beaucoup, beaucoup médiatiquement parlé, fait des conférences contre le développement personnel, contre le coaching, avec des arguments qui sont tout à fait entendables, qui parfois sont vrais, mais qui parfois sont complètement généralisés, où elle a pris les pires exemples pour en faire des généralités. Donc, quand on ne connaît pas, ben, il faut se mettre un petit peu à la place du public, hein. On peut se dire, ah oui, ok, c'est dangereux. En plus, le coaching infiltre le monde de l'entreprise. Je vois le mois dernier, on a des articles de partout parce que Fleury Michon fait rentrer l'énéagramme dans leur entreprise et on a des articles partout où c'est l'énéagramme, dérive sectaire, une enquête de la Mivilude, lutte anti-secte. Ah mon Dieu, ils font de l'énéagramme dans l'entreprise parce qu'ils ont eu beaucoup de cadres qui ont été formés à ça. Et donc, ça y est, ben voilà, l'énéagramme, c'est une dérive sectaire, pas du tout. Donc déjà, les journalistes font mal le boulot parce que pour expliquer ce que c'est qu'une dérive sectaire, la Mivilude liste effectivement tout un tas de techniques de développement personnel. La Mivilude ne dit pas que ce sont des sectes, ils disent que ce sont des techniques dans lesquelles, attention, il pourrait y avoir des dérives sectaires. Mais les outils en soi, comme la PNL, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, bon, moi, c'est ceux que j'utilise, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Les outils en eux-mêmes ne sont pas des dérives sectaires. Une dérive sectaire, qu'est-ce que c'est? C'est si, par exemple, je reprends ben, le cas là, de Fleury Michon, ils disent dérive sectaire en entreprise, donc là, il y a une enquête apparemment. Bon, l'énéagramme, c'est sur les profils de personnalité. Si effectivement, ils se servent de l'énéagramme, des profils de personnalité, pour ensuite aller virer des gens pour leur dire que vous n'êtes pas à votre poste parce que votre personnalité ne correspond pas à votre poste, du coup on va vous virer. Oui, là, à ce moment-là, ça devient une dérive sectaire. Voilà. Mais l'outil en lui-même de pouvoir comprendre qu'il y a différents types de personnalités, même si c'est pas un outil qui a des preuves scientifiques parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, mine de rien, c'est un outil qui parle bien, qui marche en plus, mais l'outil en lui-même n'est pas une dérive sectaire, vous voyez. Mais les journalistes, là, vous prenez le Fleury Michon, je vais voir si je peux pas faire une capture d'écran pour marquer. Il marque énéagramme dérive sectaire. Donc, vous voyez, ça mélange tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le terrain? Ben, on a les professionnels de santé qui, par rapport au développement personnel, eux ont fait, je pense à des psychologues qui ont fait au moins 5 ans d'études hein, pour devenir psychologue. On n'est pas psychologue du jour au lendemain comme ça. Bah, c'est sûr que quand ils voient qu'il y a des gens qui sont coachs et qui ont été formés en appel quelques mois, des fois en distanciel, et qui du coup proclament qu'ils peuvent vraiment accompagner sur des troubles anxieux ou des problématiques psychologiques, bah, c'est sûr qu'ils prennent les boules parce qu'ils se disent, mais moi j'ai fait 5 ans d'études et comment ça se fait qu'il y a des gens qui, en quelques mois à peine, se disent certifiés ou pas, mais qui viennent un petit peu se mettre sur un pied d'égalité. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu de mal à l'ego et puis en plus c'est clair qu'on peut se dire, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Donc il existe tout ça. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est ce que je vois sur le terrain, sur les coachs que je forme. Ben, on a ceux qui sont bons en marketing et qui ont vraiment cette identité de l'entrepreneur. Ben, eux, ils s'en sortent parce qu'ils arrivent au milieu de toute cette masse de coachs qui existe, arriver à communiquer autour de ce qu'ils font. Mais on a aussi des gens qui sont des très bons coachs, c'est-à-dire qu'au niveau de la relation humaine, ils ont une belle écoute empathique, ils ont une belle posture, ils ont un beau savoir-être, beau savoir-faire sur leurs outils, mais c'est pas leur truc d'aller se vendre, d'aller générer du contenu sur Internet, de parler d'eux, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ces gens? Ben, comme du coup, ils ont l'âme d'un coach, mais ils n'ont pas l'âme d'un marketeur ou d'un entrepreneur, ben, en fait, ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et puis, au bout de quelques temps, ils retournent au salariat en se disant ben, finalement que d'être entrepreneur, c'était pas leur truc. Donc, voilà ce qui existe. Et malheureusement, du coup, bah, les gens qui marchent pour l'instant, les coachs qui marchent et qu'on voit partout, c'est pas toujours les meilleurs. C'est pas les plus compétents, mais en tout cas, c'est les meilleurs marketeurs
c'est ceux qui arrivent le plus à se vendre. Mais qui du coup ne donnent pas forcément toujours une belle image du coaching, hein. Alors il y a vraiment effectivement des dérives sur le coaching. Moi je vois par exemple l'autre jour j'étais sur YouTube, puis je vois un coach qui était coach en séduction, et en gros, il disait, c'en est même risible, enfin, moi ça me choque, mais il disait en gros, une femme qui a des tatouages, elle était bonne au lit, mais fallait pas se mettre en couple avec parce que c'était pas une nana sérieuse. Voilà, donc on a vraiment des gens qui n'ont fait, alors eux, c'est des gens qui ont fait aucune école de coaching, hein, on est bien d'accord. Ils sortent de nulle part, et puis en fait, ils ont une influence comme ça, ils tentent d'avoir une influence sur les gens en leur donnant des conseils, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'est le coaching professionnel. D'ailleurs, dans le coaching professionnel, il y a des fédérations avec de l'éthique à suivre, des codes de déontologie, etc. Mais dans cette vidéo, hein, je m'adresse à des gens qui veulent devenir coach ou qui sont déjà coach. Il faut bien comprendre que les gens ne sont pas vraiment au courant de ça. C'est un métier encore peu connu, le coaching. Les gens ne font pas la différence entre un thérapeute et un coach. Les gens ne font pas la différence entre les différents coachs et les différents types de coaching qui existent. Les gens ne font pas la différence entre qu'est-ce que c'est qu'une dérive sectaire, qu'est-ce que c'est qu'un outil utilisé. Il mélange les deux, il mélange l'outil et la dérive. Voilà, il y a plein de choses qui sont complètement confuses pour le public et qui nous rendent dans notre métier de coach la vie difficile. Il y a également donc ce que je disais en intro, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, effectivement, moi, je me sers de ChatGPT comme assistant dans mon travail pour relire mes fautes d'orthographe, parfois me tourner des phrases, etc. Dans ma rédaction de contenu, par exemple, eh bien effectivement, on peut poser des fois des questions à ChatGPT. ChatGPT, hein, si on se sert de ChatGPT, il se sert aussi relativement bien des outils. Bon, après, moi, j'ai testé un petit peu les outils pour voir au niveau de la modélisation, parce que la modélisation, c'est repérer des patterns, etc. Et j'ai voulu tester un petit peu les outils de ChatGPT sur ces intelligences-là, sur la modélisation, en mettant des synthèses de coaching de mes clients sur ChatGPT en lui disant, à ton avis, et en faisant quelques fautes au milieu, qui étaient des mauvaises modélisations. Je lui ai dit, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai bien tout vu? Et ChatGPT ne repère pas les erreurs. Donc je me dis, bon, ça nous sauve quand même en tant que formateur par rapport à nos stagiaires. Mais effectivement, aujourd'hui, voilà, pourquoi est-ce que quelqu'un irait payer un coaching si il peut communiquer avec une intelligence artificielle pour lui dire ce qu'il a, comment faire. Voilà. Eh bien, en fait, encore une fois, dans la peau des gens, en fait, ils ne connaissent pas le coaching parce que, en fait, il y a aussi toute la relation humaine, la relation d'empathie qu'un ordinateur, qu'une intelligence artificielle n'aura jamais. Il y aura tout un discernement, une subtilité par rapport à un ensemble de choses, un ensemble de vécus que l'intelligence artificielle n'aura pas. Mais ça, le public, encore une fois, il ne le sait pas. Il est vrai qu'aussi, un autre facteur important, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les gens ont moins d'argent qu'avant. Il y a quand même l'inflation qui a augmenté. Donc, effectivement, c'est plus difficile. Et effectivement, même pour l'utilisation, en tout cas pour les gens de leur CPF, aujourd'hui, il faut payer leur CPF. Et on voit que de toute façon, l'État n'encourage plus le coaching. Vous allez qu'à aller visiter le site de France Compétences sur le RNCP, c'est-à-dire l'accréditation des écoles qui donnent des certifications de coach. Vous allez voir qu'il y a toute une liste. Et bien, toutes les écoles sont devenues inactives, inactives, inactives et n'obtiennent pas, ne réussissent pas à obtenir des renouvellements de certification de coaching. Donc on voit qu'effectivement, il y a quand même un petit peu, voilà, c'est pas renouvelé. Autre chose qui me montre aussi qu'il y a vraiment cette perte d'intérêt. Je vais par exemple sur des chaînes YouTube de coachs très connus, donc par exemple David Laroche, mais ça peut être Franck Nicolas, bah, ça peut être vraiment beaucoup d'autres gens, Max Piccinini que j'aime bien aussi, etc. En fait, vous regardez le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc, je crois que David Laroche, à l'heure où je vous parle, il a à peu près 650 000 abonnés. Et vous regardez les dernières vidéos qu'ils font, le nombre de vues. Et normalement, quand une vidéo, elle est bien, c'est qu'on a plus de vues que de nombre d'abonnés. Chose qui est très difficile, mais quand même qui est quand même un bon signe.
Aujourd'hui, on voit que la plupart des YouTubeurs, des coachs qui sont connus, qui font du développement personnel, ils ont beaucoup plus d'abonnés que de nombre de vues, moi y compris, parce que en fait, les abonnés sont devenus des abonnés fantômes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui s'étaient abonnés, mais qui se sont désintéressés du sujet de la chaîne, et en l'occurrence des sujets de développement personnel ou de coaching, etc. Donc il y a un grand désintérêt. Et quand j'ai poussé la curiosité, je me suis dit, tiens, regarde, il y a quelques années de ça, et quand je regarde sur les chaînes, les vidéos, les chaînes de développement personnel que je suis le plus, ça peut être voilà Max Piccinini, David Laroche, Issa Padovani, enfin, même dans le domaine de la spiritualité, eh ben, on remonte à il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'était en plein boom, hein. C'est des gens qui faisaient des fois, David Laroche, il faisait des vidéos, des fois qui avaient plus de 2 millions de vues, hein. Donc ça dépassait largement le nombre d'abonnés. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ben, c'est plus le cas parce qu'effectivement, ben, je pense que non seulement le marché est saturé, mais en plus, ben, il y a tellement d'abondance, tout le monde qui s'est mis à vouloir un petit peu récupérer de l'attention, vouloir prendre une place dans ce domaine, qu'aujourd'hui le marché est complètement saturé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Parce que c'est pas très positif tout ce que je vous dis. Euh, eh bien, il y a vraiment différents axes par rapport à ça. Comment on fait si on veut faire du coaching, si on est déjà coach installé ou qu'on a envie de se lancer dans le coaching? Qu'est-ce qu'on fait compte tenu de ce contexte? Déjà, c'est pas d'être, euh, c'est pas d'être, de se leurrer. Moi, j'ai eu des stagiaires qui se sont formés au coaching, qui n'ont pas développé leur activité parce qu'ils n'avaient pas mesuré ce que c'était que d'être un entrepreneur. Et ils avaient vraiment l'image du métier de se dire c'est génial, je vais quitter un emploi que j'aime pas pour faire quelque chose que j'aime bien, et j'aurai la liberté parce que les gens imaginent que l'entrepreneuriat c'est la liberté. Alors c'est vrai en partie, c'est une grande liberté d'être entrepreneur, mais en même temps, si on n'est pas très acteur de notre vie à prendre son entreprise, son bébé en main, c'est sûr que les clients n'arrivent pas, hein. C'est pas parce que vous allez distribuer des cartes de visite ou des flyers que ça va marcher. Non, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit non, en fait, finalement, je me rends compte que j'ai appris plein de choses dans mes formations, mais maintenant que je suis sur le terrain, je me rends compte que j'ai pas la motivation ni l'énergie de vouloir faire ce métier. Donc, euh, avant tout, c'est d'être vraiment honnête avec soi-même, avec ce que c'est que d'être un futur entrepreneur. Et ça, je parle du monde du coaching, mais en fait, c'est vrai dans toutes les autres professions. Donc, ce que je dis là n'est pas spécifique au monde du coaching. C'est vrai pour n'importe quel type de personne qui souhaite devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on a 50% d'entrepreneurs, un entrepreneur sur deux qui fermera boutique en moins de 2 ans. Donc, c'est vraiment le cas pour tous les entrepreneurs, toutes les professions. Mais voilà, le coaching, ça fait aussi partie de ça. Donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus quand on se lance dans le coaching. Autre chose, je pense que si on veut absolument, par rapport à cette perte de confiance du public, voilà, des gens qui ont peur des sectes, des psys aussi qui disent ah mais ils sortent d'où ces gens, etc. Le moyen de pouvoir tirer son épingle du jeu, ça va être la qualité. Moi, c'est pour ça qu'à ActivePNL, je propose un des parcours le plus long de France parce que je sais que c'est pas en étant formé en quelques mois que les gens ils vont se sentir légitimes, qu'ils auront fait un travail sur eux, etc. Et en plus, nous, on leur propose en plus des accompagner avec des formations complémentaires, justement en psychopathologie, etc. S'ouvrir aussi à différents métiers pour se dire, OK, comment je commence à repérer quelques profils et comment est-ce que je peux réorienter sur des professionnels de santé, comment je vais pouvoir distinguer qu'est-ce qui est de ma partie d'être un coach qui va accompagner une personne qui ne vit pas de troubles psychiatriques, qui est pas dans des troubles à soigner, comme c'est le cas dans le cas des thérapies, mais c'est une personne qui vit certaines difficultés, mais qui va chercher vraiment à optimiser ses ressources, clarifier ses objectifs et avec qui ça va pas être trop compliqué en utilisant des techniques de développement personnel ou des outils de coaching d'accompagner une personne à sortir de ces obstacles. Et effectivement, il y a des gens pour qui le coaching sera très approprié parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller faire un travail au niveau du passé, un travail de thérapie pendant longtemps, voire des années, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Voilà, donc c'est pas
voilà, c'est pas la même chose, la même chose. Mais ceci dit, en tant que coach, c'est important, on travaille quand même dans le domaine de la psychologie, d'avoir des notions sur vraiment des notions, par exemple, sur les troubles de l'attachement, sur les différentes thérapies qui existent, les courants, par exemple, comportementalistes, les courants analytiques, le courant humaniste, voilà, quels sont les différents courants de psychologie qui existent pour pouvoir réorienter les personnes et montrer qu'on est des professionnels qui ont déjà une éthique, qu'on ne cherche pas à piquer les clients de qui que ce soit, qu'on est simplement dans une sphère de la psychologie qui est une sphère, mais que voilà, en fait, les thérapeutes et les coachs, en fait, peuvent travailler en complémentarité. Voilà. C'est aussi effectivement de rester vraiment dans une éthique, appartenir à des, voilà, des fédérations de coaching, continuer la supervision, etc., pour vraiment justement ne pas générer de dérives sectaires parce que vous savez, ça va vite en fait, hein. Le client, il peut vite se mettre à, je dirais peut-être se servir de ce que vous allez lui dire ou de ce que vous allez faire pour justifier des actes. Je reprends l'exemple de Fleury Michon, j'en sais rien, il y a une enquête actuellement sur ce qui s'est passé chez eux. Mais ça se trouve, ils ont appris l'énagramme et ça se trouve, c'est les dirigeants qui ensuite se sont mis à virer des gens en disant non, mais ces gens-là, ils sont pas à leur poste, on va les virer en se servant de l'énagramme. Mais ça se trouve, moi je pense pas une seconde que c'est les formateurs en énagramme qui les a aidés à faire du ménage, parce que du coup, ça voudrait dire qu'ils sont pas du tout dans l'éthique. Et là, oui, ça serait une dérive sectaire. Bon, j'en sais rien, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé. Mais honnêtement, j'y crois pas trop, parce que j'en connais des écoles d'énagramme, ils sont vraiment loin, loin, loin de faire ça, et au contraire, ils ont plutôt tendance à prévenir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être super prudent dans nos métiers. Savoir qu'on est dans des métiers dans lesquels voilà, il y a cette prudence, cette éthique vraiment à avoir. Et enfin, le message d'espoir que je voudrais vous dire, c'est que je me dis dans cette période qui est vraiment une période de nébuleuse, de difficulté, il y a vraiment le marché qui est saturé. Je crois profondément et j'espère que ma croyance sera bonne et qu'elle se vérifiera dans quelques années, que de toute façon, il va y avoir du ménage qui va se faire. Parce que les mauvais coachs ne vont pas rester. Finalement, très rapidement, au bout de quelques années, ils auront plus la confiance des gens, donc les gens ne les croiront plus. Et je pense que ceux qui resteront seront les bons. C'est-à-dire ceux à la fois qui ont une compétence technique, une empathie dans la relation humaine, pour qui ça fait vraiment sens dans leur mission de vie et que ce métier du coaching, ça soit pas juste, oh génial, je vais surfer sur la vague à faire un métier qui a l'air rentable pour vraiment satisfaire des besoins égotiques, des besoins de financiers, des besoins de reconnaissance, etc. Mais que ça sera plutôt des coachs qui, malgré cette période difficile, auront réussi à rester, à s'installer et qui seront des gens de confiance et pour qui vraiment être dans un métier qui est en lien avec la relation d'aide, que ça fasse vraiment sens profondément dans leur vie à un très haut niveau en termes de mission de vie, eh bien, je pense que c'est ces coachs-là et ça va être ces personnes-là qui vont rester. Et voilà, et je pense que finalement, tout ça, bah, c'est un petit peu une sélection naturelle qui est en train de se faire. Et dans la sélection naturelle, bah, les bons coachs, on est un petit peu en train de galérer au milieu de tout ça parce qu'on est un peu mélangé dans l'opinion publique et dans l'image que se font les gens du coaching de un petit peu euh, voilà toute cette merde pardonnez-moi l'expression mais environnante de charlatans, d'escrocs, etc. Et de dérives sectaires parfois dans lesquelles qui peuvent exister. Et donc voilà, donc l'idée, c'est de vraiment être, je dirais, à tous les niveaux logiques, c'est-à-dire en termes de compétences, de capacités, de valeurs, de croyances, de mission de vie, d'appartenance à un monde de coachs qui sont des professionnels, qui sont compétents et qui sont la famille des gens qui accompagnent avec de la thérapie, même voilà, vraiment à relayer à des thérapeutes, etc. Je pense qu'on peut faire quelque chose et que le coaching peut renaître de ses cendres, même si actuellement, je pense, alors il n'y a pas encore eu des études de marché qui sont sorties sur 2024, mais je vois qu'actuellement le marché est compliqué. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, tenez bon. Et si vous voulez vous lancer dans le coaching, mais je fais cette vidéo, c'est pas dans mes intérêts parce que moi j'ai un organisme de formation, je vends des formations de coaching, donc j'ai bien conscience qu'en vous disant tout ça, ça vous donne pas trop envie de vous dire putain je vais me lancer dans le coaching, c'est génial. Non mais après moi j'ai des valeurs d'honnêteté qui sont hyper hyper hautes, hyper importantes pour moi, donc j'ai envie de vous dire oui.
si vous souhaitez vous lancer dans le coaching, lancez-vous, mais soyez conscient du terrain dans lequel vous vous lancez actuellement. Est-ce que ça répond vraiment à une vraie mission de vie chez vous? Parce que si c'est juste une lubie qui vous avez comme ça, en voulant surfer sur une vague qui n'est plus là, et parce que vous voulez vite, vite, vite quitter le salariat, ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour vous. Voilà, donc une vidéo faite pour réfléchir entre vous et vous-même. Voilà, c'était Jordi. N'hésitez pas à liker, partager vos opinions en dessous de cette vidéo. Vraiment, je serais ravi de vous lire. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.